Eh oui, stopper la guerre, ça peut vous paraître naïf, innocent, mais quand je dis stopper la guerre, c'est pas seulement en Ukraine, c'est stopper la guerre un peu partout dans le monde. Stopper la guerre en Irak, stopper la guerre en Syrie, stopper la guerre au Yémen, stopper la guerre en Libye, parce que la guerre, ça n'a rien de bon, sauf certainement pour ceux qui vendent des armes, ceux qui s'enrichissent parce que les produits augmentent, ceux qui ont pris cette décision pour des raisons politiques, géostratégiques, que la plupart des personnes ne comprennent même pas. Mais moi, j'ai une pensée pour ceux qui souffrent. J'ai une pensée pour ceux qui sont sous les bombes. J'ai une pensée pour ceux qui sont terrés dans les caves, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. Je les ai vus déjà il y a longtemps, j'ai un certain âge. On a regardé tout ça lors de la guerre en Irak. On l'a vu en Syrie, on l'a vu partout. Et aujourd'hui, certainement, c'est à 2h30 de Paris, nous voyons des gens qui sont en train de souffrir, 2 millions, même plus, qui sont déracinés, qui sont partis ailleurs. Bien sûr que les Européens les ont bien accueillis, bien sûr que les Européens leur ont ouvert leurs portes, leur ont ouvert leurs gymnases pour qu'ils dorment. Mais à mon avis, ce que demande un exilé, ce que demande un réfugié, c'est de pouvoir rentrer chez lui, c'est de pouvoir revenir, vivre là où il a appris à vivre, vivre avec les siens. Ce qui demande un enfant ukrainien aujourd'hui, c'est de ne pas pleurer dans les bras de sa maman pendant toute la journée sous le bruit stressant et strident des balles et des bombes. Une fois dit, bonjour mes amis, Abdelatif raconte, je reviens vers vous, c'est ma 3e vidéo, vous êtes une centaine à peu près aujourd'hui à me suivre comme abonné, j'en suis vraiment très fier parce qu'en une semaine, je pense c'est pas un record, non, pas du tout, je ne vais pas dire ça, mais c'est très bien. Vous vous intéressez à ce que je dis, pas ce que je raconte. J'analyse pas, je fais une analyse qui est personnelle. J'essaye de simplifier la vision de ce qui se passe aujourd'hui pour la partager avec un maximum de personnes. Alors, l'actualité, bien sûr, c'est toujours l'Ukraine. Poutine et son armée, ça fait le 23e jour qu'ils ont attaqué l'Ukraine. Au début, moi-même, je me disais que c'était une affaire de 2-3 jours, 4 jours maximum, et c'était plié. Il se trouve qu'il a plus de mal. Alors, d'après certains spécialistes de l'armée, c'est parce qu'il était mal préparé. D'autres disent que ce n'était pas la bonne stratégie. En tout cas, aujourd'hui, il y a des chiffres qui circulent. L'Ukraine vient de déclarer qu'il y a 13 800 morts du côté russe. Un organisme américain a limité à 5 000 et quelques. 5 000 et quelques pour une armée, c'est énorme. Et on avance le chiffre de 5 milliards, c'est-à-dire que la Russie a aujourd'hui dépensé 5 milliards en équipement militaire. De l'autre côté, vous avez Zelensky, le président acteur, du moins l'ancien acteur, qui bouge, qui parle dans les réseaux sociaux, qui parle à la télévision et qui a battu un record au niveau diplomatique, à savoir qu'il a, en moins d'une semaine, s'est adressé au Parlement canadien, au Parlement français, au Parlement européen, au Congrès américain, hier ou avant-hier, au Parlement britannique, et à chaque fois, ce sont les mêmes demandes, la zone d'exclusion aérienne, les armes qu'il réclame avec des avions, l'intégration, du moins l'adhésion à l'UE, mais il y a 2 jours, ou 3, Zelensky a déclaré qu'il est convaincu que c'est fini, l'Ukraine ne peut plus intégrer l'OTAN. Et à partir du moment où il a dit ça, moi je me suis dit, tiens, ça peut faire le début d'une vraie négociation avec les Russes. Parce que les Russes, en réalité, ce qu'ils ont annoncé comme libérer le pays des nazis, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'empêcher l'Ukraine d'être une force à côté. Et donc, ils ne voulaient en aucun cas que l'Ukraine intègre l'OTAN. Mais comme Zelensky lui-même le dit, la bonne deuxième nouvelle, c'est que le chef des négociateurs russes, Vladimir Medinsky, ça ne vous dit rien, mais c'est Vladimir Medinsky, il vient de déclarer hier, mercredi, que l'une des conditions, c'est qu'on mette l'Ukraine en neutralité. C'est-à-dire déclarer l'État ukrainien comme État neutre. D'abord, c'est quoi la neutralité? C'est le renoncement par l'État à tout lien militaire avec une puissance étrangère. Il y a 3 cas de pays, ce qu'on appelle qui s'imposent cette neutralité. Il y a d'abord l'Autriche. L'Autriche
annexée par Hitler. Après la guerre, elle était occupée par les Occidentaux d'un côté et par les Soviétiques. Et en échange de sa libération, ou du moins de son indépendance, les Soviétiques ont imposé à l'Autriche une neutralité. Ce qui a été voté en 1955, et on appelle ça la neutralité perpétuelle. Pourquoi? Parce que c'est inscrit dans la constitution autrichienne. Bien sûr qu'aujourd'hui, on peut dire que cette neutralité n'est pas vraiment à 100%, puisqu'en 1995 ou 1997, en tout cas, l'Autriche a intégré l'Europe, et de ce fait, elle a intégré un programme de protection, de défense et de sécurité européen. Le deuxième pays qui s'impose une neutralité, c'est la Suède. La Suède, donc, s'il est non aligné en temps de paix, est neutre en temps de guerre. Mais en même temps, la Suède aussi a intégré l'Europe et de ce fait, elle a en même temps un accord avec l'alliance militaire. Enfin, la Finlande, vu sa frontière de plus de 1500 km avec la Russie, les Russes ont imposé une neutralité donc à la Finlande. Une neutralité qui aujourd'hui est remise en question parce que les Finlandais pensent que cette neutralité était peut-être, la neutralité est peut-être possible, réalisable au XIXe siècle, mais par contre, pour se protéger aujourd'hui, la neutralité ne peut pas les protéger. Donc les Russes proposent la neutralité de l'Ukraine. Zelensky, quant à lui, ne veut pas en entendre parler, alors qu'il y a 2-3 jours, il disait qu'il était impossible pour lui, qu'il a acté le fait qu'il ne peut jamais intégrer l'OTAN. Il y a deux discours, mais je pense qu'il y a deux discours. Il y a un discours de paix et un discours de guerre. La Russie ne va pas pour autant arrêter son attaque aujourd'hui, non seulement parce que si elle arrête aujourd'hui, elle aura fait tout ça pour rien, pour eux. Les objectifs ne sont pas réalisés. Et le coût de cette guerre, Poutine ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire la perte de tant d'hommes et d'argent pour rien du tout. Donc on sait comment ça va se passer. Quelque temps par la suite, la Russie, une fois, elle aura mis la main, du moins, et s'est imposée à l'intérieur donc d'une partie de l'Ukraine, va peut-être commencer à négocier parce qu'elle aura de quoi négocier. Moi, tout ce que j'espère, c'est que ces négociations mènent à quelque chose, que l'on trouve un peu la paix et la sérénité en Europe. Je voudrais juste dire une seule chose. À ceux qui, en Europe, en France notamment, vont bloquer des raffineries, désirent manifester contre la hausse des prix. Je comprends tout à fait que les entreprises ne peuvent pas vivre ni survivre si le gazole est double de prix. Je comprends qu'un smicard, qu'un travailleur qui doit se déplacer avec sa voiture ne peut pas aujourd'hui supporter le coût du carburant. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que l'on puisse manifester, bloquer pour garder un certain confort alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. Les Ukrainiens aujourd'hui ne demandent pas un gasoil à 30 centimes, peut-être que c'est le prix qu'ils ont là-bas, mais ce qu'ils demandent tout simplement, c'est que leur pays retrouve la sérénité et la paix pour qu'ils puissent revenir. Réfléchissons un petit peu. Il y a le gouvernement, je ne le défends pas, mais qui est en train de prendre des décisions pour aider les entreprises, pour aider le ménage, pour aider tous les métiers qui sont impactés par cette hausse. Mais soyons raisonnables, ne bloquons pas les rues, ne bloquons pas les raffineries, ça ne sert à rien, ça ne fera qu'augmenter le prix encore plus. Deuxième sujet, puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de parler de deux sujets différents. Et vous voyez, l'angle est toujours, je ne suis pas une télévision, je ne suis pas un organe de presse ni d'information, je ne vais pas vous donner des informations comme ça, mais je donne un avis sur ce qui se passe. Je reviens en France pour parler un peu d'élections, mais sur juste un point. Gérard Larcher, président du Sénat, soutien de Valérie Pécresse, candidate des LR, vient de déclarer qu'il s'interroge sur la légitimité d'une réélection de Macron. Le mot légitimité, il est très important.
légitimité. Et que pour cela, il donne comme argument que Emmanuel Macron enjambe l'élection sans campagne, d'où sa question et le doute sur la légitimité donc, du président éventuellement s'il gagne cette élection, cette élection de 2022. Moi, je trouve que c'est lourd quand même que le deuxième personnage de l'État puisse illégitimer, si on peut dire, un président qui n'est pas encore élu, ou réélu, dans une démocratie. On peut parler d'un président illégitime en Afrique, peut-être, sans les insulter. On peut parler d'un président illégitime dans un pays non démocratique, dont les urnes sont bourrées, où le président sort avec 99,9% des voix. Mais on ne peut pas parler de légitimité quand il s'agit de la France. Pour deux raisons. La première, c'est que on marche sur la démocratie, on crache sur la démocratie. La deuxième, c'est que la phrase de M. Larcher, moi je l'interprète de la simple manière, c'est un appel à contester l'éventuelle et la probable réélection de Macron. Imaginez que si on suit la logique de M. Larcher, ça veut dire qu'au lendemain du deuxième tour, on va sortir dehors, les gens doivent sortir dehors pour dire que ce n'est pas un président légitime. Ça veut dire qu'il aura créé de désordre dans un pays qui n'en a pas besoin. Aucun pays n'a besoin de désordre. Mais là, c'est vraiment une phrase, moi j'estime qu'elle est malheureuse, et en même temps, elle traduit tout simplement le désespoir de M. Larcher, à mon avis, qui peut-être a définitivement acté le fait que Valérie Pécresse ne sera pas ni au second tour, ni bien sûr président de la République. Je vous remercie, j'espère que c'était précis, que ce n'était pas très long, et que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Je vous remercie. Je vous prie de bien vouloir, bien sûr, vous abonner à ma chaîne. Encouragez-moi, laissez des messages, appuyez sur la cloche pour que vous soyez alertés à chaque fois que je diffuse quelque chose. La prochaine fois, je vais essayer de diffuser un live lors d'un de mes déplacements, partager avec vous les paysages de la France tout en parlant de politique et d'autres. Merci, à bientôt. À ciao.